Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Impact Zone Surf Podcast. On est en direct de Cap-Breton, du Roster plus précisément, face au spot. Il fait super beau. Donc le Roster, c'est un nouveau spot sur Cap-Breton, idéal pour venir manger un petit burger pour se requinquer entre deux sessions ou se prendre une petite bière de fin de journée, après une journée bien remplie dans l'eau. On a un énorme parterre d'invités, 4 autour de la table. On n'avait encore jamais fait ça, mais il fallait pas moins pour aborder le sujet dont on va parler. On a 2 des surfeurs les plus influents aujourd'hui de la scène surf française, énormes producteurs de contenu et, puisque c'est de ça dont on va parler, 2 créateurs, 2 filmmakers, caméramans qui collaborent justement avec eux et qui signent avec eux 2 gros projets sortis cette année. Voilà, tu peux nous en dire un peu plus, Rémi ? Ouais, bah aujourd'hui, comme tu le disais, 2 surfeurs vraiment super influents sur la scène, très productifs en termes de vidéos, 2 styles un peu différents. On a d'un côté William Aliotti et de l'autre Kylian Guérin. Et bien sûr, vu qu'on parle de movie making, on se devait d'avoir les filmeurs avec eux. Donc Gabriel Boin, a.k.a. Chipsternity, et Arthur Génie. Bonsoir messieurs. A.k.a. le génie. Bon ouais, comme on disait, on est super content de vous avoir autour de la table. Le spot est absolument incroyable, donc on n'est pas trop mal. Et le sujet, en fait, il passionne plein de monde parce qu'on se rend pas compte aujourd'hui, mais on bouffe de la vidéo à longueur de journée. Et pour vous, c'est partie intégrante de votre travail que vous faites plutôt bien. Mais justement, vous faites pas ça tout seul. Vous êtes accompagné, en l'occurrence pour vous deux, de filmmakers avec lesquels vous développez des projets ou des relations sur le long terme. Donc on va parler de tout ça pendant toute l'émission. Mais on peut peut-être pour commencer justement expliquer comment vous vous êtes rencontrés. Donc peut-être alors d'abord Kylian et puis toi Gabriel dans un premier temps, et puis ensuite William et Arthur. Et après qu'on aura fait ça, se présenter justement la relation que vous avez pu développer entre William et toi Kylian. Écoute, moi Gabriel, je l'ai rencontré il y a 4 ans de ça, 3-4 ans de ça je pense, je dirais, à travers la boîte de production Éclosion. Je voulais faire des projets un peu plus réseau, axés autour de vlogs ou de projets un peu similaires. Et Gabriel bossait dans cette boîte, donc je suis rentré en contact, j'ai échangé pas mal à Gabriel, on a bossé sur plusieurs projets ensemble. Ça s'est plutôt bien passé et au fil des années, à force de faire plusieurs projets ensemble, que ce soit des vlogs et après à développer sur des projets un peu plus travaillés et plus aboutis, on s'est retrouvés à beaucoup travailler ensemble et à développer aussi nos projets ensemble. Donc de base, c'était parti plus sur du contenu réseau autour de vlogs, etc. Et ensuite, à essayer plus de travailler sur des films de surf et des films un peu plus longs et profonds aussi, et plus travailler artistiquement aussi. Et donc j'ai envie de te dire, tout a commencé il y a 4 ans et aujourd'hui on est là, on en parle de tout ça et je pense que c'est pas la fin aussi, donc voilà. Toi Gabriel, qu'est-ce que t'en penses ? T'as tout dit, j'étais juste en train de me faire la réflexion que ça fait déjà 4 ans et ça fait beaucoup de clips tournés, beaucoup d'images, beaucoup de vagues surfées, beaucoup de projets créés ensemble aussi. Donc on a construit un lien assez fort au niveau de notre manière de travailler, quoi. Sinon au niveau de l'histoire, ouais, c'est ça. Hein. Parfait, super. Et vous les gars, William et Arthur, comment ça s'est fait ? Toi William, tu bossais avec un autre filmmaker avant, t'étais même associé et bon. Carrément, c'est bien ça. J'ai bossé avec Manuel Claudine Morel à l'époque. Du coup, avoir un filmeur, ça fait partie aussi d'avoir une relationship. C'est presque comme une meuf. Il faut bien la choisir. Je commence à flipper là. Non, attention. Donc voilà, ça s'est arrêté, ça s'est passé comme ça. Et puis au fil des années, j'ai regardé un peu autour, j'avais des connexions, des amis et des autres. Et puis Arthur est apparu. Comme un génie. Je l'ai vu bosser pas mal de fois sur la plage et tout, être vraiment motivé. Et ça, c'est vraiment un point positif et vraiment important parce que c'est la façon, c'est ça que tu recherches. Et surtout de la façon dont il bossait, édité, son coloring qui me correspondait vraiment bien. Et c'est pour ça que j'ai commencé à bosser avec lui récemment. Ça fait presque 1 an maintenant. Et voilà, 1 an de relationship. Ouais, c'est ça s'est fait assez naturellement. Et Arthur. Et je pense que ça fait peu de temps comparé à Kylian et Gab. Ça fait que 1 an, mais je pense que c'est juste, en fait, on avait des amis en commun déjà. Et après, on se voyait beaucoup, forcément... là dans le coin, moi je filmais, lui il surfait logiquement, et après derrière voilà, on s'est connecté. On a connecté à force de filmer. On est parti en voyage et puis c'est et parti, justement quoi. comment vous sentez les gars que ça connecte avec un caméraman ou avec un surfeur, parce qu'il y a plein de surfeurs, il y a beaucoup de caméramans aussi maintenant de nos jours. Comment vous sentez que bon, avec ce gars-là je vais réussir à faire un truc, on partage une vision?
Il y a Comment des ça se essais fait à faire. Il y a plein de filmeurs aussi, il y a plein de Je pense surfeurs. que nous, justement, ça s'est fait vraiment petit à petit, dans le sens où on a vraiment commencé à filmer 2-3 sessions à droite à gauche, sans forcément avoir de projet précis, et juste connecter. Et je pense que ça marche souvent comme ça. C'est juste, on commence à travailler ensemble, on voit un peu la relation qu'on peut établir et le potentiel dans le futur, et après ça se fait assez naturellement, quoi, je pense. Parce qu'il y a un truc qui est quand même hyper important, c'est que comme tu le disais tout à l'heure, en fait, et même toi, William, l'idée de relation, c'est qu'en fait, c'est pas seulement, on cherche pas forcément un talent ou un regard ou un truc professionnel. Et là, c'est quelqu'un avec qui on va être capable de passer des semaines, voire des mois toute l'année, parfois dans la promiscuité, parfois en galère, et donc ça dépasse largement le côté pro, en fait. Ça devient une personne que tu apprécies à la fin. Enfin, ça devient un pote aussi, Ouais. et c'est vraiment important, parce que si t'es dans un voyage et que t'aimes pas la personne, c'est vraiment compliqué, quoi. Bah, C'est- je pense que c'est des points clés un peu dans la relation un peu filmmaker et surfeur. Premièrement, tu as une vision artistique à travers le filmmaker avec qui tu travailles qui est recherché, et tu veux être sûr que ça matche avec tes ambitions ou avec la vision que tu as sur tes projets aussi. Et après, en dehors de ça, quand on part filmer un projet, on part filmer de base du surf. Donc, c'est aussi pas forcément facile tous les jours. Il faut s'adapter à l'océan, aux trips, aux destinations. Donc, on se retrouve dans des situations parfois où tu es un peu à l'arrache, à la route. Mais il faut avoir une bonne relation justement avec le filmmaker, où tu peux être capable de passer des semaines ou des mois avec, où en quelque sorte, ça va être ton pote. Et à la fois, tu es là pour un boulot. Et c'est de trouver l'équilibre un peu entre tout ça, on va dire. Merci Kylian. Et il y a un truc, Gabriel et Arthur, c'est que vous venez pas forcément du surf à la base. Comment vous êtes parce qu'il y a pas mal de filmeurs qui sont surfeurs eux-mêmes, qui connaissent le mouvement de la vague, qui connaissent ce que c'est le délire des surfeurs, d'attendre la bonne session, le bon moment, la bonne marée, des fois faire chou blanc sur des trips. Vous, c'est un truc que vous avez découvert peut-être Ouais, clairement, ouais. Moi, je viens pas du tout du monde du surf de base, et Donc, toi, c'est vrai Gabriel, que au tout début, moi, j'avais surtout la vision du beau, tout ce qui est esthétique, et T'as quoi comme background d'ailleurs, excuse-moi, avant le surf? avant le surf, j'ai fait une école d'audiovisuel, Ok. et après, je suis venu direct bosser sur Hossegor, et là, j'ai commencé à shooter du surf, etc. Mais de base, j'étais pas du tout là-dedans. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai dû me confronter au fait que des fois, le shot où il y a la meilleure action, c'est pas forcément le plus beau shot que t'as, mais il faut quand même le mettre dans l'édit ou des choses comme ça. Et en tout cas, pour moi, c'est un des travaux que j'ai dû faire, de me dire, je devais remettre ce shot-là à la place de celui-là que j'adore, mais c'est pour l'action. Et au final, c'est le surf qui reste le plus important. Donc il y a souvent ces dilemmes-là. Et si je peux rebondir là-dessus aussi, tu vois, par exemple, moi, au tout début, quand j'ai rencontré Gabriel, j'ai eu la chance dans le passé, ou même encore à l'heure d'aujourd'hui, de travailler avec pas mal de filmmakers, que ça soit des gens directement liés au surf ou indirectement. Et ce qui m'a plu avec Gabriel et à travers tous les projets qu'on a fait, c'est qu'au fil du temps, il a su un peu, on va dire, développer ses connaissances surfistiques, vu que de base, c'est pas un surfeur. Donc, il a dû découvrir un peu le milieu et le monde du surf. Mais c'est ce que je recherche de base dans un caméraman ou un photographe, c'est vraiment cette vision artistique. Et Gabriel, étant donné qu'il n'était pas connecté de base avec le milieu du surf, il n'allait pas forcément avoir comme ambition de juste filmer un plan surf, mais plutôt aussi de s'intéresser à tout le plan artistique qu'il y a autour du plan surf. Ouais, carrément. Et Il y avait différentes approches. et des différentes approches, tu vois. Et donc, sur les projets, etc., que tu peux avoir, encore une fois, moi, j'aime bien différencier mes deux projets avec des projets plus réseau et des projets un peu plus travaillés et pro. Et d'avoir quelqu'un avec qui travailler qui va pas seulement penser à l'action, mais aussi à tout le côté artistique et à l'approche dont tu vas filmer le surf ou le lifestyle, ça peut être clé dans un projet pour avoir des images beaucoup plus complètes et beaucoup plus abouties en quelque sorte. Et question pour les filmeurs aussi, le surf, c'est quand même souvent beaucoup de temps passé sur la plage pour peut-être amener un ou deux clips ou pas de clips. Ouais. Ça, au début, c'est dur à s'y faire. On se rend vite compte que ça fait partie du process au final. À chaque fois qu'on y va, quelquefois on rentre, on a que dalle, mais au final, en fait, c'est ça aussi ce qui est beau par rapport au surf, dans le sens où parfois tu pars, tu peux vraiment t'attendre à avoir rien du tout, et c'est tout le contraire, et vice versa, quoi. C'est aussi dur pour les surfeurs.
Parce que faire que 2 clips par session, ça fait chier. La frustration est partagée. Ouais, on les va dire. surfeurs, vous mettez des objectifs en termes de OK, là il y a une session, j'aimerais banquer tant de clips sur cette session ou... On sait jamais à quoi trop s'attendre en fait, c'est ça le problème du surf, c'est que ces conditions elles changent beaucoup, il y a les marées et puis si on se retrouve aux Estagnos et que c'est énorme, bah on sait vraiment pas à quoi s'attendre quoi. Il y a une vague peut-être qui peut passer et voilà, c'est tout, vraiment c'est petit bonheur la chance, enfin la produit souvent mais ça prend du temps quoi. Ouais, Et bah, en justement, vrai, donc, avant de parler, vas-y Kylian. bah, en vrai, genre, sur cette petite pression un peu, genre, pour la comparer, on va dire, genre, en surf, quand t'es surfeur un peu plus pro et axé autour des compétitions, t'as 20 à 25 minutes où tu dois performer et trouver 2 bonnes vagues. Donc, t'as cette pression-là qui se crée autour de la compète et autour de ta série où tu sais que tu dois faire ça pendant 20 à 25 minutes. Et tu vas avoir cette pression qui va t'encourager à faire ça, alors qu'au contraire, quand t'es en free surf et que tu pars sur un projet, bah, quand t'as ton filmeur qui te filme sur la plage, t'es parti en trip ou en destination ou quand t'as ton filmeur qui est là pour filmer, tu veux rendre quelque chose, tu veux rendre un bon clip, avoir les bonnes vagues. Donc t'as une certaine pression différente qui se crée dans le sens où tu vas plus aller rechercher, faut faire le boulot. Donc quand t'es en trip et que t'as un projet en cours, tu te motives aussi personnellement en plus du fait juste de surfer, etc. à trouver les clips, à trouver les bonnes vagues pour réaliser justement le projet en quelque sorte. Je pense justement c'est un travail commun parce que nous on a exactement le même objectif quoi. Quand on part avec vous, c'est un investissement personnel. Et après aussi, forcément, il y a toujours ce côté financier aussi qui revient. Pour vous, c'est un investissement, donc on a envie que ça fonctionne, quoi. Dans tous les cas, on part avec vous, on se dit, voilà, on a envie de scorer, on a envie de ramener quelque chose et que ce soit juste productif, quoi. C'est le devoir maison à ramener aux sponsors. Ouais, et je pense que c'est ça qui est bien aussi, c'est de travailler avec Faire quelqu'un. le taf. Où voilà, au-delà de ça, on a une bonne relation, etc. Mais en fait, on travaille vraiment ensemble, quoi. On a un objectif commun. Et on a envie d'atteindre cet objectif et on travaille dans le même sens et c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas une dualité, c'est qu'on est vraiment ensemble, tu vois, dans cet objectif. On est tous les deux verts en fait au final, c'est ça qui se passe, c'est qu'on n'a pas réussi à avoir de vagues, c'est compliqué, c'est comme ça, on joue avec des éléments. Ouais. Et vous deux, William et Kylian, qui avez fait beaucoup de compètes, tu faisais de l'analogie. Est-ce que, par exemple, quand t'as la bombe qui arrive, qui est filmée, c'est comme quand t'as la bombe qui arrive et qu'il te reste, que t'es en mode buzzer beater? Tu réponds, William, ou je réponds? Je sais pas, pour moi, c'est rien à voir. Rien à voir. On est d'accord là-dessus, au moins. Ça, c'est sûr. Non, c'est pas pareil, c'est comme on en a parlé avec Charlie Kivon récemment pour son dernier claim pour un 4.5, c'est pas le même claim que pour une vraie vague en fait. C'est un claim de rank parce que t'as réussi ton hit, alors que claimer une vraie vague, c'est une réussite de l'avoir eu et c'est complètement différent. Ouais, c'est pas la même énergie qui sort de toi-même. C'est la différence, je pense, entre un peu free surfer et pro surfer, si on doit catégoriser un peu le surf, dans le sens où le pro surfer, il va s'acharner, tout donner pour avoir le score, alors que le free surfer, il va juste chercher à avoir la meilleure vague de sa vie, en quelque sorte. Ou alors avoir une vague qui va garder en mémoire. Donc, disons que c'est pas le même but, c'est pas le même kiff, mais à la fin, ça reste une émotion assez forte. Tout à l'heure, Kylian, tu as parlé de la volonté de dissocier aujourd'hui le contenu que tu fais pour les réseaux sociaux et le contenu que vous faites sur des projets plus aboutis comme celui en fait, dont on va parler tout à l'heure. Quand tu vas dans l'eau, est-ce que tu sais déjà en fait que tu vas tourner pour tel ou tel truc? C'est quasiment impossible. Et comment tu dissocies ça? Ou même la question, elle est aussi pour toi, Gabriel. Ouais, ça dépend en fait. Ça dépend si on réfléchit au projet en amont ou si juste on se retrouve avec un tas de clips et on se dit on va peut-être en faire quelque chose. Nous, je crois que on a plus fait l'inverse. On a plus réfléchi au projet en amont et ensuite on a commencé à shooter dans tel ou tel but. On a fait, je crois, une fois un edit où t'as plein de clips de l'hiver à Hossegor et tu mets tout ensemble et t'essayes de sortir le meilleur clip. Il y a deux approches. Ouais. Après, c'est la carte difficile. Hein. Comment ? Votre carte, elle est plutôt difficile pour moi. Oui et non, parce que du coup, quand tu choisis cette carte-là, tu choisis aussi l'axe que tu vas travailler dès le début, tu vois, tout ce que tu vas pouvoir travailler autour. Donc, c'est difficile pour le rider plutôt, plus que pour... sûrement. Après, je pense qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On est vraiment esclave des conditions. Donc finalement, quelquefois, du jour au lendemain, tu vas partir sur une destination, tu t'y attendais pas vraiment. Enfin, parfois, t'as pas le temps de te faire un brief en te disant, voilà, je vais avoir ce projet, j'ai ça en tête. Si tu pars dans 2 jours, tu vois, on te dit, ok, il y a un swell, let's go, faut qu'on parte, on y va dans 2 jours. C'est dur d'élaborer un projet autour de ça. Souvent, t'as pas trop le choix, tu vois, de faire un peu après ce trip, te dire ok, maintenant on a ces images, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que en fait maintenant l'opposé est aussi possible dans le sens où tu fais ton trip et après tu peux réfléchir à un projet autour de ça. Et nous, dans notre projet d'ailleurs,
avec Psylo, c'est ce qu'on a fait. On est parti un peu sur un coup de tête, il s'est passé plein de choses et on a vu le potentiel. Et là, on s'est dit, ok, il y a possibilité de faire quelque chose. Ok, c'est après que vous avez développé tout le concept, on va dire un peu esthétique. Ouais. Ok, Kaby, le clip, quoi. Ok. Exactement, ouais. Moi, j'aime bien c'est le visuel et t'intéresser tout ça. un petit peu. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais tandis que vous, c'est tout le contraire. Par exemple, pour le projet The Hunter qu'on va voir ce soir, vous êtes parti bien en tête avec l'idée déjà du safari et tout ça. Ben, j'aime bien un peu différencier en quelque sorte où dans l'approche que je peux avoir, je vais avoir des projets plutôt réseau à travers YouTube ou alors des projets un peu plus films où là, je vais essayer de faire une tournée, etc. autour des films et avoir un peu plus un impact différent, on va dire. Mais le surf, ça reste un sport où on est sans cesse en train de s'adapter à l'océan. Donc, on peut pas tout prévoir vu que l'océan est imprédictible. Mais j'aime bien essayer de prévoir quelque chose dans le sens où si tu veux avoir une histoire ou si tu as une DA particulière ou une vision assez précise du projet, essayer de prévoir tout ce que tu peux et tu dépends des conditions, certes, toujours, mais au moins essayer de préparer, d'anticiper le plus possible tes plans lifestyle, l'histoire que tu vas amener au projet et les destinations que tu veux scorer. Après, le surf, encore une fois, parfois c'est la magie, parfois c'est la frustration et il faut rebondir ou s'adapter de ça. Si tu as un projet assez travaillé et abouti, je pense que c'est bien de prévoir au moins tout ce que tu peux prévoir en dehors de l'océan et ensuite voir comment tu dépends de l'océan. Et si c'est un projet où tu cherches plus à rebondir dessus, genre tu pars sur un trip au dernier moment et tu te retrouves à faire le trip de ta vie parce que tu as scoré les vagues de ta vie, et ben là tu te dis bon ok, je fais quoi avec ce que j'ai produit pendant une semaine? Est-ce que je fais un clip sur ce trip là? Est-ce que je fais un truc plus abouti? Mais le surf, t'es toujours en train de t'adapter à l'océan. Donc en fait, au final, dans nos projets, que tu anticipes ou pas, la finalité, c'est que tu t'adaptes à l'océan, mais c'est à toi de voir si tu veux essayer de préparer un peu plus ton projet autour des plans lifestyle, de l'histoire et du cheminement que tu vas amener dans ton projet, ou alors c'est juste plus, écoute, je pars, je trip, je clip, et ensuite je vois ce qui se passe. Et tandis que vous, Arthur et William, justement, sur le dernier projet Psylo, c'est hyper chiadé esthétiquement aussi, mais vous avez filmé tout ça a posteriori. Ouais. C'est ça. Après, on avait l'idée justement aussi de développer un projet, quoi. Moi personnellement, en tout cas. Vous voulez faire quelque chose. Ouais, j'avais pas envie de faire un clip de surf vraiment 100% corps, en me disant voilà, on va mettre que du surf, etc. Et t'as toujours cette recherche justement, et je pense que ça correspond aussi à l'ADN de William, de se dire voilà, on a envie de trouver un concept et de partir de cette base et de développer autour. Oui, certes, on a surfé des vagues, on a scoré ou on n'a pas scoré d'ailleurs, parce que c'est possible. Et je pense que maintenant, on est capable, genre sans scorer, justement avec un bon concept, d'arriver et de se dire ok, on peut faire un truc vraiment cool, quoi. D'ailleurs, on parle des films, peut-être on va rentrer dans le vif du sujet. Peut-être on parle de Psylo et de Hunter tout à l'heure, peut-être présenter, alors avant de présenter le fait que vous avez des moyens de diffusion totalement différents, l'un est déjà dispo sur YouTube et l'autre en fait est en festival et il sera peut-être un jour en ligne, on verra, avant d'expliquer le pourquoi. Est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots le concept de l'un et de l'autre? Je te laisse commencer, mon petit Psylo de William. Ouais, carrément. Moi, j'ai créé une dérive avec Captain Fins et j'ai décidé de mettre des champignons sur ma dérive. Du coup, on est vraiment parti dans le Psylo complet. Et du coup, on a eu un thème avec Arthur et on s'est basé dessus. On a dit pourquoi pas créer un truc fun et différent. Parce que le monde de la vidéo, on est tous bons en surf. C'est trop difficile de se départager. Et il faut créer des histoires et des trucs qui se connectent. Et avec une bonne ambiance, c'est un peu différent. Psylo, I will say. Et voilà, on est parti vraiment sur un bon délire qui s'est vraiment bien découpillé. Et vraiment, franchement, on en revient, je pense, à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, dans le sens où on a commencé à travailler ensemble. Enfin, c'est récent, c'est il y a un an. Et ce projet, littéralement, on l'a développé sur un an. En fait, on a commencé à filmer. On a eu notre première destination. On s'est dit, allez, on va en trip. Comme ça, on va commencer, parce que c'est aussi notre premier trip ensemble, voir comment ça se passe. Et en fait, au fur et à mesure, on a eu tous ces clips et toutes ces destinations. Et là est venue en fait la dérive aussi. On savait qu'on partait au Portugal, entre guillemets, pour la dérive. Et dès qu'il m'a dit en gros, je lui ai juste demandé, ouais, tu peux me montrer la dérive, à quoi elle va ressembler? Et là, il me montre un champignon dessus. Je lui dis, ok, attends, on va réfléchir à un petit truc. Et voilà. Je pense qu'il y a quelque chose à faire autour de ça. On a surtout Pierre Calais. Ouais, et Alors, Pierre Calais, Pierre Calais, son rôle. Quel est son rôle? Exactement, c'est le god. Pierre, c'est
la personne qui apparaît, enfin mon petit génie, hein, apparemment. C'est l'homme de tous les possibles, Pierre Calais. Voilà, exactement. En fait, C'est il mon est alu, venu. ouais. Ouais, c'est ça. Il est venu avec nous et il nous a vraiment épaulé sur tout le trip. En fait, il a été, c'est quelqu'un d'incroyable qui, genre, nous a aidés, mais de A à Z, tout le temps pour faire tout ce qu'on a voulu faire, et on a voulu l'inclure forcément dans le clip. Bah là, il est bien inclus là. Ouais. Ouais, on a trouvé son rôle le faire aussi J'imagine. et tout. Et puis en plus de ça, il a des raccords parfaitement dans le clip qui se raccordent. C'est vraiment parfait. Juste avec des lifestyles, ça a connecté. On a vraiment rigolé là-dessus, quoi. Franchement. Et ouais, les plans de coupe et les mises en scène sont assez incroyables. Justement, on voyait sur les réseaux, vous cherchiez une voiture old school pour filmer. Moi, je m'attendais à ce que vous débarquiez ce soir avec. D'ailleurs, je suis un peu déçu pour vous cacher. On Elle y aurait a été pensé, très belle, juste hein, c'est vrai. La nana, elle voulait le prix à la carrément journée, ramener, c'était mais pas c'était un peu le bordel pour le cooling et tout. C'est quand même une belle voiture, mais et puis il y a pas vraiment l'espace pour, je sais pas. Ouais, c'est un petit gadget, c'est pas facile à conduire aussi, hein. Mais on est le moteur un peu là, elle arrive. Non, ma question c'était à quel point c'est difficile d'aller chercher toutes ces mises en scène, c'est propre, c'est tout ça, parce qu'on n'est pas à Paris, tout n'est pas disponible, il n'y a pas forcément des... C'est sûr aussi qu'on doit garder une image correcte aussi, il faut pas aller trop dans le bordel non plus. Mais oui, tout est possible. Et Mais tout est après, sur la réalisation, ici, on a largement de quoi faire. D'autant plus, même, il y a des boîtes à Paris qui tournent ici, qui font, que ce soit dans la pub ou même d'autres du docu, etc. Mais ici, on a tous les outils pour le faire. Et justement, je pense que de plus en plus, on est capable de faire des films avec des équipes plus complètes, etc. Et avec des concepts beaucoup plus aboutis. Et je pense que on est de plus en plus aussi à filmer et à se dire qu'il y a des choses différentes qui peuvent se créer que du clip classique, justement 100% surf et complètement corps. Et aussi on s'ouvre à un autre public aussi grâce à ça, à se dire on essaye d'apporter une histoire. Et là, les gens qui sont pas forcément dans le surf, ils vont voir ça et peut-être qu'ils arrivent à s'identifier aussi à ça. J'espère pas trop avec notre clip non plus, mais... Ok. Et donc, vas-y Hunter, vous, Gabriel, Kylian, allez, synopsis, petite présentation en quelques mots du concept. The Hunter, c'est un projet sur un surf trip en Afrique du Sud réalisé l'année dernière en 2023. On est parti 1 mois et demi là-bas. Le but, c'était un peu de partir à la chasse de meilleures vagues et des meilleures sessions le long de la côte. Essayer de partir un peu à la quête de cette vague ou cette session un peu mystérieuse, mais qui te fait palpiter en quelque sorte. Et au final, en fait, de base, on avait monté un projet un peu plus long et un peu plus avec un parallèle entre le côté animalier de l'Afrique du Sud et la côte sud-africaine avec le surf. Mais on a réduit un peu le projet sur un projet un peu plus axé, on va dire, autour d'un film de surf avec un but artistique recherché un peu qui revalorise en quelque sorte l'âme un peu africaine et ce qu'on voulait transmettre de base aussi. Et on est parti sur un petit projet du coup dans The Hunter, où un film de surf de 16 minutes à peu près, où on a fait le long de la côte sud-africaine. On a eu la chance d'avoir pas mal de belles conditions parce que l'Afrique du Sud est riche en bonnes vagues. Donc on a fait 1 mois et demi un peu à searcher les meilleures vagues, les meilleures conditions tout le long. On a trouvé des sacrées vagues le long de la côte un petit peu. On a eu la chance de vivre quelques journées et sessions assez incroyables. Et Des connexions aussi sur place. Le surf à l'heure d'aujourd'hui, je me rends compte encore plus maintenant sur un surf trip où William, il a pas 10 ans, mais pas loin, 8-10 ans de plus que moi, on va dire. Et j'ai eu la chance de tripper avec lui 1 ou 2 fois, mais le monde du free surf, à contrario de la compétition, ça t'amène à voyager dans des destinations de rêve et dans des endroits assez atypiques et assez uniques dans le monde et à découvrir des spots assez dingues. Et la plupart de ces spots-là se font à travers les connexions, que ça soit pour les prévisions des vagues ou que ça soit pour les connexions sur place, pour le logement, pour l'accessibilité aussi aux spots, le localisme, etc. et tout. Et en fait, le monde du free surf t'ouvre les portes, on va dire, à cette accessibilité à travers des gens auxquels tu t'attendais jamais à rencontrer et que tu te retrouves au fin fond de l'endroit, fin fond du monde.
et à ouvrir des connexions incroyables sur des spots assez dingues et assez reculés du monde en quelque sorte. Et au final, en Afrique du Sud, on a eu la chance de filmer aussi avec Paul Daniel, qui était le deuxième filmeur du projet et aussi un peu notre guide, qui est lui de Cape Town de base. Et donc lui, il avait pas mal de contacts à travers tous les spots sur la côte, donc il nous a envoyé pas mal de WhatsApp. J'ai envoyé les messages en amont avant d'arriver sur le spot, demander ce qu'il pensait sur l'épreuve, le forecast, etc. et tout. Et quand ça connectait, on est arrivé et on espérait scorer des bonnes vagues et ensuite d'avoir Gabriel sur la plage qui back up les belles images, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, mon Gab? Moi, si je peux rajouter juste un truc par rapport au projet, le facteur X un peu du projet, c'était vraiment le côté animal, et même si on avait prévu un truc un peu plus documentaire de base au niveau culturel sur les animaux, on s'est quand même dit l'Afrique du Sud, on pense direct à la savane, le Big Five, les choses comme ça. Donc on voulait vraiment un film qui mette en valeur ce côté-là, ce côté prédateur, animal, chasseur. Et vu que c'est quand même un thème récurrent de la quête aux meilleures vagues dans le surf, alors on a trouvé ce parallèle-là et c'était vraiment important pour nous d'avoir une DA un peu tournée autour des couleurs chaudes, de ce qui va te faire penser au côté prédateur et animal. Ok. Et donc, ce qu'on disait, alors nous on va avoir la chance de découvrir ce film ce soir parce qu'il est projeté, mais ici presque en exclu, parce que vous avez choisi pour le moment de le limiter en fait à des diffusions en festival. Donc ça implique du travail, ça implique aussi des sélections, des envois, ce genre de choses. William et Arthur, vous, votre film, il est sorti directement sur YouTube. Voilà, expliquez-nous chacun. Je me trompe en disant ça? Il est sorti un peu avant en exclu ou? En fait, le nôtre, il est sorti. En fait, c'est notre premier projet, donc on s'est pas trop mis de pression par rapport à ça aussi. Je pense que dans le futur, c'est toujours intéressant justement d'avoir des projets développés et qu'on peut faire tourner en festival. Mais là, pour celui-ci, on n'en voyait pas trop l'intérêt. Et c'était un projet rapide aussi. Ouais, voilà, c'était un projet. C'était pas quelque chose de ultra développé non plus. C'est juste qu'on a trouvé le concept comme ça. On s'est fait, en fait, finalement, c'était vraiment un kiff en se disant voilà, on va se faire ce clip. On a voyagé avec Pierre, ça s'est hyper bien passé. L'ambiance était incroyable. On a rencontré des personnes incroyables. C'était notre première fois aussi à Nazaré. Enfin, moi, c'était ma première fois à Nazaré en tout cas. Et voilà, on est vraiment resté longtemps et on s'est entre guillemets investi avec l'endroit. Et voilà, on s'est dit dans le futur, je pense qu'il y a un gros potentiel à jouer aussi là-bas avec William. Et on est en train de travailler même actuellement sur des projets, peut-être qu'on va développer là-bas. Mais pour celui-ci, voilà, on s'est pas mis de pression. On s'est dit, voilà, on sort ça sur YouTube. C'était aussi en collaboration avec Captain Finn. Même voilà, avec les personnes qui ont travaillé entre guillemets au-dessus, ils n'avaient pas forcément cette ambition de le passer en festival. Et du coup, il y a forcément une relation de business en fait. Vous, Kylian, William, vous êtes sponsorisés, vous avez entre guillemets pas des comptes à rendre, c'est pas le mot, mais en tout cas, vous devez en fait assurer de la visibilité au maximum, surtout dans votre rôle de free surfer. Est-ce que c'est plus compliqué de faire accepter à un annonceur qu'un film va d'abord être en festival et pas disponible en ligne, ou au contraire, il y voit le double intérêt d'avoir et de la visibilité en festoche, ce qui est une image, enfin, d'une diffusion qualitative, et après en ligne? Moi, dans ces visions des projets, j'en parle aujourd'hui au travers du micro, mais par exemple, c'était au vif des sujets, en quelque sorte, sur ma renégociation de contrat il y a 1 an avec Rip Curl, où de base, moi, à l'heure d'aujourd'hui, comme William, je pense aussi, on est juste de surfeurs de base et on essaye un peu de trouver des axes au sein du surf. Et moi, dans le surf d'aujourd'hui, je me retrouve beaucoup plus dans le monde du free surf et à travers des projets vidéo. Et dans les projets que je réalise, j'aime bien un peu séparer deux styles de projets. Que ça soit des projets axés plus pour les réseaux, pour YouTube ou pour Instagram, où tu vas alimenter assez rapidement une fois la production faite. Et le but est d'être réactif sur une session, sur un trip ou quoi que ce soit. Il peut y avoir des projets réseau un peu moins travaillés, d'autres beaucoup plus travaillés. Ouais. Mais dans tous les cas, ça va être une diffusion réseau à travers Instagram et YouTube qui est appréciée aujourd'hui et qui est vue, mais tu n'as pas d'interaction réelle avec les gens. Et moi, j'aime bien séparer mes projets avec les projets réseau et les projets que je vais appeler, on va dire, en quelque sorte film, où ça va être des projets où tu vas essayer de travailler quelque chose, que ce soit une histoire, une direction artistique ou quelque chose de beaucoup plus approfondi et travailler au sein d'un projet. Et l'impact que tu recherches à avoir à travers ces projets-là, c'est plus, on va dire, enfin, de mon point de vue perso, par rapport à The Hunter, par exemple, cet été. Nous, notre projet, il va sortir sur les réseaux d'ici la fin de l'année. Mais disons que les réseaux, c'est juste l'aboutissement, dans le sens où moi, l'impact réel que j'ai envie de créer à travers The Hunter, c'est plus une rencontre et un moment partagé
qui est réel avec des personnes. Et donc d'avoir une tournée événementielle à travers, par exemple, Rape Curl qui participe au projet et qui aide à produire ce projet-là à travers leur magasin ou sinon le projet le diffuser à travers des festivals. C'est de proposer en fait en quelque sorte aux gens, au sein des festivals, ils vont plus aller voir le film au milieu de plusieurs films et tu vas présenter tes films. Sur une tournée événementielle, tu vas plus essayer de chercher à organiser une soirée autour du projet pour que les gens ne viennent pas juste voir un film de surf, mais partager un moment de vie et partager une rencontre avec les personnes qui ont créé ce projet-là. Et moi, par exemple, avec The Hunter, à l'heure d'aujourd'hui, on en est à 3 sur 5 de tournées réalisées. Et c'était vraiment le but principal, c'est que autour du projet, on a pu développer une petite collection avec des t-shirts, avec des casquettes, des stickers, etc., et des posters et tout. Et c'était de créer aussi en fait un moment de rencontre, un moment de partage au sein d'une soirée et de créer un souvenir à travers ça. C'est que je veux que les gens ils se souviennent d'avoir vu le film et que se souviennent d'avoir passé une bonne soirée, d'avoir rencontré la personne qui a produit le film, le surfeur qui a participé au film et d'avoir un échange réel avec la personne. Et je trouve que aussi d'aller à la rencontre des gens et de créer un moment un peu de partage et de vie, c'est beaucoup plus intéressant sur un projet qui est travaillé, approfondi que juste de profiter d'un film à travers sa télé ou son téléphone sur son canapé en quelque sorte. Et les projets, donc les films en festival, maintenant il y a beaucoup de prétendants, il y a beaucoup de films, c'est compliqué d'y rentrer. C'est quoi la démarche pour rentrer dans un festoche ? Ça dépend, ça dépend selon les festivals. Maintenant, il y a une plateforme en ligne qui s'appelle Film Freeway où tu as pas mal de festivals qui sont référencés et tu fais un dossier de candidature pour ton film et ensuite tu le soumets à autant de festivals que tu veux. Et tu payes aussi. Ça dépend, mais oui, en général, tu payes. Ah ouais, sérieux, c'est payant ? Il y en a certains où tu payes, ouais. Ok, je savais pas. Il y en a certains où tu payes pour ne même pas être dans la sélection officielle et juste à côté. Vas-y, balance lesquels ? Non, je balance pas, mais ouais. Los Angeles. NYC. Après, sinon, c'est juste, tu contactes les festivals, tu vas sur leur site, tu fais ton dossier de candidature. Ou alors tu as des contacts pour des projections dans des endroits hors festival et tu négocies ça quoi. Mais voilà. En vrai, tu vois, genre quand tu travailles à un projet, selon le travail et l'énergie que tu mets à travers un projet, je trouve ça intéressant de réfléchir sur qu'est-ce que tu vas en faire en fait en quelque sorte du projet. Et nous, quand on travaille sur un projet beaucoup plus abouti et un peu plus lent, tu cherches à avoir un impact à travers les festivals. Mais tu dis, OK, qu'est-ce que je peux mettre en place autour de ce projet-là et quelle tournée, en quelque sorte, je peux organiser et différencier un peu ces projets-là un peu plus banals et les projets plus travaillés. Je trouve ça intéressant dans le sens où tu peux organiser et créer des moments plus réels et plus directs avec des personnes et tu peux travailler quelque chose de différent aussi autour d'un projet. Puis ça t'allonge la durée de vie de ton film aussi. Exactement, parce que maintenant, avec Internet, tout va très vite et tout se fait oublier très vite. C'est que tu tournes un été, souvent tu tournes 1 an et après, derrière, tu le sors en ligne, quoi. Tu vois, genre en quelque sorte, nous, The Hunter, il a été fini d'être réalisé en avril 2024, du coup. Et on a commencé la tournée à partir de mai. Et à l'heure d'aujourd'hui, on est en septembre 2024. Il y a 3 spots sur 5 qui ont été faits. Et on a encore 2 stops, un à Ericeira et un à Barcelone en octobre. Et derrière ça, le projet va sortir sur les réseaux. Et au final, ça a permis au projet de vivre pendant 6 à 8 mois en quelque sorte. Alors que si on avait tout sorti en juin sur les réseaux directement, le projet aurait eu son impact, mais peut-être pas l'impact voulu aussi de base. Et derrière ça, au bout de 2 mois, il serait passé à autre chose, on l'aurait un peu en quelque sorte oublié. Alors que là, ça permet de faire vivre le projet à travers une vie virtuelle et aussi réelle avec des moments partagés réels. C'est juste parce que aussi le flux, il est tellement important sur YouTube, etc. Et même nous, je veux dire, si on consomme du surf, on en voit, mais toutes les semaines, il y a un edit qui va passer, quoi. Donc c'est un impact, comme tu disais, c'est un impact complètement différent. Essaye de le travailler, même toi, c'est la considération que tu as pour ton film. Et tu dis, OK, je vais aller me présenter, je vais aussi me présenter moi sur les premières, essayer de rencontrer un peu de monde, connecter avec les gens. Et en fait, c'est marrant, ça me fait penser à ce que, en fait, il y a quelques temps, il y a pas très longtemps de ça, on a sorti une vidéo, un extrait d'une part de Kelly en France, issu d'un DVD sorti en 2003 de Pete Frieden, Back in Town. Et en fait, il y a un mec qui a mis en commentaire, j'ai maté ce DVD des centaines de fois. Et en fait, je me suis dit, mais moi, j'aurais du mal à te citer en fait un réel Instagram que j'ai maté plus de 5 fois, tu vois. À part sauf s'il dure 3 secondes et je l'ai maté en boucle. Mais en fait, quel vous avez comme rapport en tant que surfeur et en tant que justement professionnel de l'image avec ça ? Est-ce que vous avez des films que vous avez poncés en DVD
peut-être plus toi, William, à l'époque? Et si oui, même des films en ligne, est-ce que ça vous arrive en fait d'avoir des films que vous avez matés et rematés comme nous on a pu le faire il y a 15-20 ans? Bien sûr, moi, ça m'est arrivé, bien sûr. Ok. Je sais plus quel film c'était, mais... Et ça t'arrive encore? Non. Bah maintenant non. c'est plus actuel. Bah non, c'est ça, ouais, C'est ça plus- va trop vite, ouais, les choses parce vont trop que, vite, quoi. En fait, avant c'était le. Enfin, j'ai l'impression en tout cas, parce que moi non plus, ça fait pas 20 ans que je suis là-dedans. Vous avez toujours baigné là-dedans, mais moi, de ma perspective, je me dis, avant, bah, on n'avait pas accès à tout ce contenu en fait directement. Donc voilà, il y a un DVD qui sort, on le regarde 10 fois, 100 fois, c'est vraiment la surprise entre guillemets. Alors que maintenant, en fait, tu prends ton téléphone, tu scrolles sur Instagram. Je veux dire, des vagues performances, tu peux en voir 300 dans l'heure ou dans la demi-heure. T'en vois 300 et en fait, c'est comme tout. Plus tu t'y Bien habitues, banal. moins tu y es sensible aussi, quoi. C'est genre, Ouais, là, mais exactement. tu le regardes et c'est pour ça aussi que nous, on se dit, voilà, on essaye d'avoir des axes différents parce que, en fait, maintenant, le surf performance, j'ai l'impression, de ma perspective, genre, ça suffit plus. En fait, d'être un bon surfeur, d'être un bon surfeur, de bien surfer entre guillemets, c'est pas assez quoi. Il faut vraiment avoir son identité et tout, et c'est ce que William, je pense, il a fait, enfin dans le free surf et tout, il a vraiment développé son identité, et maintenant les gens le suivent justement par rapport à, en fait c'est plein de facteurs qui sont rassemblés quoi. C'est pas juste ouais William il surfe bien, c'est genre en mode ouais j'aime bien son style, ouais les boards qui surfent. Genre là où il va, le genre de contenu qui va sortir, genre c'est plein de Et choses. d'ailleurs, ça on avait une question pour toi, William. C'est vrai qu'on t'a reçu il y a au tout début d'Impact Zone. T'étais venu, tu faisais encore du thruster. Exactement, ouais. Et beaucoup de thrusters. T'étais connu pour tes skills en barrel riding en thruster et TR, et moins pour le twin fin. Et maintenant, t'es devenu la référence, une des références twin fin dans le monde, du moins celle en Europe. Et sûrement dans le monde. Et justement, comment tu as travaillé cette image? C'est pour te démarquer, ou il y a aussi le kiff de surfer en twin fin? Raconte-nous C'est un peu. plutôt le kiff, hein, bien sûr. On fait les choses qu'on aime. Et c'est arrivé, j'ai essayé cette première planche avec mon ancien filmeur qui m'a ensuite mis en contact avec mon shaper. Et là, ça a été la révélation. J'ai kiffé aller plus vite, avoir des nouvelles sensations et surtout essayer des nouvelles planches. Et c'est ce qui me plaisait. Et du coup, je suis vraiment allé dans cette capsule-là, et maintenant, c'est devenu mon péché mignon, et je kiffe faire ce que je fais, et c'est pour ça que je suis toujours là. J'aime bien faire ça, quoi. Ah, et C'est tu vraiment pousses le incroyable. truc en twin, parce que dans ton dernier film, justement, Psylo, tu surfes à Nazaré en twin. Ouais, en twin. Là, c'est quoi le délire? Tout le monde La tape pour machine un du dingue en twin. arrivant ou... Non, c'est un challenge pour montrer aux gens que quand t'es en twin fin, forcément, tu dérapes pas. Parce que tout le monde dit le twin fin, bah, tu peux déraper, ça peut merder ou quoi que ce soit. Et là, en fait, c'est pour vraiment montrer et prouver que ma dérive, elle ne slidait pas à Nazaré. On a poussé vraiment les limites. Et puis, bah, je l'avais déjà fait avec mes kills et tout, mes gros fiches. Et là, ça avait complètement marché, c'était cool. Et puis, c'est toujours cool, différent, d'essayer un truc différent. Même pour toi personnellement. Exactement, je pense que ouais, c'est un quoi, challenge plus pour ça. moi-même. Parce que même ça, je me s'est dis bien que passé. niveau accessibilité, les gens regardent le clip. Genre, il y a peut-être 10% des gens qui vont regarder cette vidéo qui vont capter ça. Qui vont genre, il y a comprendre. personne qui va capter. Ils vont juste dire, ouais, il prend une vague énorme. Pourtant, on a mis des images. Hein. Ouais. Ouais, genre- 10 personnes vont capter, mais il y a quand même Stab qui a capté, 100%. qui relaye, qui dit ouais, matez Ouais. ce gars-là qui surfe c'était en pour twin les à Nazaré airs, et tout surtout, ça ouais. quand même. C'est une Ouais, approche ouais. un peu du surf qui est différente, j'ai envie de te dire. Il fait les mêmes choses que nous, mais avec 2 dérives au lieu de 3, on va dire. Et toi, Kylian, justement, t'as été t'es tenté d'aller sur des boards un peu plus weird, un peu plus alternatifs. Moi, pour- encore une fois, ce que je kiffe, c'est de surfer. Donc, que ça soit avec 3, 2 ou une dérive, ça reste un kiff. Après, je trouve que c'est assez intéressant. De base, j'étais quand même plus, on va dire, formaté autour de la compétition et du thruster et de tout ce schéma-là. Mais maintenant, ça va faire 2-3 ans que je m'ouvre un peu plus à d'autres planches, et à d'autres approches et à d'autres manières de surfer en quelque sorte. Et au final, le surf, sous toutes ces approches, ça reste kiffant. Donc, je trouve ça cool de chercher à trouver des sensations différentes avec du matos différent. Et donc là, maintenant, avant, quand je partais en trip, j'avais toujours que des thrusters. Et maintenant, j'ai toujours un petit twin ou deux qui traînent dans le board bag. Et selon les vagues qu'il y a, je le sors et je sors d'une manière, on va dire, différente. Et là, toi et William, donc t'es rentré d'Indo il y a 3-4 jours, tu nous disais tout à l'heure, t'as scoré énormément en Indo, et dernier clip que t'as posté il y a quelques jours, t'es à Kandui, un gros Kandui, t'es en 5-4.
asymétrique, twin, époxy. Voilà. Ah, mais il est fou le Willy quoi. Il y a des t'as trouvé des Il y a limites, rien qui coche les cases, ouais, quoi, exactement, en fait, c'est ça, c'est que vrai, tu multiplies les handicaps entre guillemets. Mais... Une vidéo project et tout, c'était pour essayer et vraiment pousser la board jusqu'à sa dernière limite. Et là, pour le coup, c'était pas ouf, c'était pas cool, quoi. Mais bon, ça s'est bien passé, c'est passé. Mais c'est sûr que j'aurais été un peu plus performant avec d'autres planches, qui restera des twins, mais plus longs et plus lourds. Et cette planche-là, c'était vraiment un essai. Et ça s'est bien passé, j'ai eu un bon parcours. Et ça va sûrement sortir en avril prochain. Et si je peux rebondir, ça te manque pas un peu les thrusters quand même? Non, William. pas forcément, non. J'en ai surfé un récemment sur la dernière doublure du film. Mais non, ça arrive de temps en temps. En fait, j'aime bien revenir dessus quand j'ai surfé beaucoup de fois la même vague. Et je me dis, putain, j'ai envie d'essayer de repartir sur le thruster ou essayer un finless ou un twin ou un single, peu importe. Juste la vague qui m'apporte plein de vagues et j'ai envie d'essayer d'autres choses. C'est ça, ce qui est cool, c'est juste de chercher constamment. Et je pense que c'est un peu la base du free surfer, quoi. De chercher constamment le renouveau et à chaque fois d'essayer. Enfin voilà, au bout d'un moment, il a surfé cette vague, il l'a rodé, il s'est fait plaisir, etc. Mais essayer de pousser un peu le truc en disant ouais, mais est-ce que même si je revenais au thruster ou est-ce que si je tentais une autre board ou quoi que ce soit, je tentais une board ou même un finless sur un spot, je sais pas. N'importe, ouais, c'est ça. C'est là, c'est essayer de créer quelque chose constamment de nouveau, quoi. Ouais, puis en fait, il y a quelques profils qui sont détachés ces dernières années par rapport au twin, genre qui ont vraiment démocratisé le twin. Toi, t'en fais partie, mais il y a aussi d'autres. Toi, je pense à Asher Pacey ou même Josh Kerr, en fait, qu'on n'attendait pas sur ce créneau, mais qui aujourd'hui est genre un ambassadeur du twin. Et ça peut vraiment débloquer un truc et créer genre des courants comme, je sais pas, Torren Martin avec les boards aussi qu'il a développé aujourd'hui. Et si je peux rebondir, ça te manque pas un peu les thrusters quand même? Non, pas forcément, non. J'en ai surfé un récemment sur la dernière doublure du film. Mais non, ça arrive de temps en temps. En fait, j'aime bien revenir dessus quand j'ai surfé beaucoup de fois la même vague. Et je me dis, putain, j'ai envie d'essayer de repartir sur le thruster ou essayer un finless ou un twin ou un single, peu importe. Juste la vague qui m'apporte plein de vagues et j'ai envie d'essayer d'autres choses. C'est ça, ce qui est cool, c'est juste de chercher constamment. Et je pense que c'est un peu la base du free surfer, quoi. De chercher constamment le renouveau et à chaque fois d'essayer. Enfin voilà, au bout d'un moment, il a surfé cette vague, il l'a rodé, il s'est fait plaisir, etc. Mais essayer de pousser un peu le truc en disant ouais, mais est-ce que même si je revenais au thruster ou est-ce que si je tentais une autre board ou quoi que ce soit, je tentais une board ou même un finless sur un spot, ou je sais pas. N'importe, ouais, c'est ça. C'est là, c'est essayer de créer quelque chose constamment de nouveau, quoi. Ouais, puis en fait, il y a quelques profils qui sont détachés ces dernières années par rapport au twin, genre qui ont vraiment démocratisé le twin. Toi, t'en fais partie, mais il y a aussi d'autres. Toi, je pense à Asher Pacey ou même Josh Kerr, en fait, qu'on n'attendait pas sur ce créneau, mais qui aujourd'hui est genre un ambassadeur du twin. Et ça peut vraiment débloquer un truc et créer genre des courants comme, je sais pas, Torren Martin avec les boards aussi qu'il a développé aujourd'hui. Genre son shaper Gary McNeil ou quoi. Et genre le mec croule sur les commandes, c'est juste sold out partout parce que à cause d'un gars, il y a un très bon filmmaker ici, sans doute, on revient à ça, mais c'est intéressant en fait. C'est ça, ouais, c'est. Sur les vagues, mais aussi pour les filmeurs. Comment vous gérez, comment vous prenez les infos en amont et... C'est rassurant. Et parce que tu sais que si ça marche pas comme le plan était prévu, tu auras un moyen tu auras des solutions pour des spots de repli où aller. Si je sais pas, tel angle est pas possible à faire, et il va pouvoir te conseiller parce que lui il connaît la vague, connaît l'endroit, sait quelles sont les possibilités. Donc déjà c'est rassurant d'avoir un gars qui connaît bien et qui va pouvoir te sortir des situations un peu embarrassantes. Ouais, juste connecter avec même des locaux en général, je pense tous les filmeurs locaux sur n'importe quelle destination, c'est hyper important, je pense, parce que forcément ils ont un savoir que toi t'as pas forcément. T'arrives sur le spot, t'arrives avec ton rider, mais t'es pas sûr de où te placer, etc. Il va te donner les bons angles, les bons plans, et toi tu vas essayer de rajouter un petit peu ta touche sur le moment, mais forcément t'écoutes les gars qui habitent là et qui surfent là depuis qu'ils sont nés là-bas, quoi. Et même niveau matos, je me doute, tu peux avoir des galères de matos, donc il faut connecter un peu avec les gars, quoi. Et ça m'est déjà arrivé. Je pensais avoir perdu mon trépied, mais je l'avais pas du tout perdu. Mais du coup, moi, je tiens à dire que le Arthur, on était en Indo il y a un petit 2 mois de ça à l'équipique, et le type se faisait voler les lunettes, les objectifs. Non, pas les objectifs. Non, pas loin, presque. Les filmeurs sont bien connus pour faire leur truc parce qu'ils ont des tas de staff. Ils doivent penser à tout. En fait, c'est ça le truc, c'est que t'es en constante. Quand t'es en tournage en général, c'est quand même relativement intense dans le sens du matin au soir.
t'es un peu sur le qui-vive, quoi. Genre, tu t'essayes de filmer, que ce soit les moments d'action ou même les moments en dehors de l'action. Et après derrière, quand tu rentres chez toi, faut penser à recharger. Enfin, c'est toute une logistique, comme tu disais, où il faut recharger batterie, vider les cartes, trier les images. Et après, le lendemain matin, il faut être sûr que tu sois complètement opérationnel, tu vois. Est-ce qu'en trip, vous dérochez ensemble et toi, tu montres le soir les meilleures vagues à William? Toi, tu te sers un peu de ça? Ou pareil pour toi, d'ailleurs, Kylian? On va voir les clips, on va voir les clips le soir quand il y a une bonne journée de surf, on va voir les clips, quoi. Et là, c'est le gros moment de pression pour les filmeurs, parce que quand est-ce qu'il a loupé la bonne vague ou pas, quoi? Tu dis, mec, on a abordé sur le point de la vague loupée, justement. Tiens, on y vient, la vague loupée. Venons-en, la vague loupée. Justement, il y a toujours des vagues loupées, c'est souvent la meilleure. Bien c'est évidemment. tout le temps la meilleure. Et là, Et comment ça se gère, ça, une vague loupée pour l'osmose dans le couple? c'est simple, tu mens. Petite prise de gueule, hein. Moi je tape mon caprice quand j'ai ma vague loupée, mais tu sais que ça fait partie de... Tu boudes un peu? T'as toujours un peu ton ego qui est en mode putain, tu veux ta bonne vague filmée. Après, tu vas sur un projet, etc. Généralement, on va dire que t'as 99% de tes vagues qui sont filmées, mais ce 1%, parfois t'as de la chance, c'est pas la bonne, mais quand c'est la bonne, ça pique un peu. Toi, William, tu réagis comment au niveau de la vague loupée? Il m'a frappé. Non, pas du tout. Non, je sais pas, t'as loupé beaucoup de vagues? Mais non. Pas trop, non. Après, ça fait qu'un an, donc pour l'instant, j'ai pas loupé trop de vagues. Il a de la chance. Ça va arriver dans le futur, hein, un moment ou un autre. On touche du bois, mais bon. Et par contre, il y a aussi un backup au cas où vous loupez des vagues, et ça revient à ce qu'on racontait juste avant sur les destinations et en fait les autres, le monde dans les destinations et les contacts. Vous pouvez arriver sur des spots où il y a d'autres filmmakers. Est-ce que c'est un problème pour vous, filmmaker, de voir que le rider, à la fin de la journée, il va aller demander la vague que t'auras peut-être pas eu ou que t'auras eu mais dont il veut un autre angle à quelqu'un d'autre? Ou est-ce que vous êtes hyper exclusif par rapport à vos riders? Ouais, ça arrive tout le temps. Ça arrive maintenant beaucoup plus souvent, tout le monde filme, il y a beaucoup plus de filmeurs et tout, beaucoup plus de riders, et on s'échange les clips aussi. Et même si on n'a pas loupé la vague, j'ai envie de te dire, on cherche à avoir un angle de plus ou quoi, et si on sait qu'il y a quelqu'un qui a filmé d'un autre angle, on va aller le contacter et lui dire est-ce que tu aurais telle vague ou telle vague. Donc t'as pas de problème d'ego par rapport à ça, au fait de dire que sa vague, son angle, sa lumière peut être meilleure si le mec a un angle 10 fois mieux que le mien, mais sinon tu non. le floutes un peu. C'est ça. Tu mets du gras un peu les là-dedans. Non. Ce qu'on disait, si on travaille dans un intérêt commun, nous aussi, on a envie que le projet il prenne de l'ampleur. Et le plus on peut apporter au projet aussi, et je sais que ça apporte aux riders, et nous aussi, dans la satisfaction, après derrière, à la fin du projet, on se dit ok. Enfin, si on a de la diversité dans les angles, qu'on peut avoir du contenu en plus, même si c'est pas le nôtre. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun complexe avec ça. Au contraire, de toute façon, on s'en rend bien compte. Je veux dire, travailler en équipe, le résultat, il est beaucoup plus conséquent que quand tu travailles tout seul, finalement. Après, c'est une histoire de budget. Forcément, on peut pas envoyer 4 caméramans avec William, par exemple, sur un truc. C'est complètement normal. Mais après, derrière, si tu peux mutualiser avec d'autres gars, genre c'est hyper important, et je pense que c'est hyper sain aussi, quoi, de pouvoir... Et par exemple, quand tu vas voir pour réaliser ton projet, tu vas voir un autre filmeur, genre tu croises le filmeur de Nate Florence ou Koa Rothman, tu lui demandes la vague, il te la vend combien? Nate Florence, déjà, il fait tout en POV avec une GoPro, donc il n'y a pas de filmeur, plus rentable. Si, à sa copine, je crois. Je rigole. Mais après, non, je pense que ça... Enfin, moi, tu vas, en tant que surfeur, on va connecter naturellement avec les filmeurs, surtout avec les filmeurs aquatiques. Si tu vois qu'il était bien placé au bon endroit au bon moment, tu as envie de lui dire est-ce que tu as eu le bon clip. Mais après, moi, à travers les projets, les voyages que j'ai faits, que ça soit sur les nombreuses années avec Gabriel, ou là, un peu plus récemment cet été avec Arthur, tu te rends compte aussi que naturellement, le filmeur, et c'est là où le filmeur surfeur, on a de la chance pour ça, nous, en tant que surfeur, arrive à mettre son ego de côté. C'est que, comme il a dit Arthur tout à l'heure, c'est un travail d'équipe, et qu'en fait, d'avoir des angles différents, ou d'avoir plus d'angles, ou d'avoir un backup, c'est un luxe. Et si tu as la chance d'avoir ce petit luxe-là avec quelqu'un qui était là en train de filmer la bonne vague, ou quelqu'un qui était là en plus pour avoir le bon angle, je t'en prive pas. Après, parfois, c'est un coup. Mais... Et puis même nous... Voilà, t'as pas répondu à ma question. En fait, je vais te la reposer. Un coup, mais ça a rarement un coup, parce que si tu travailles en équipe, forcément, tu vas être avec un gars et tu vas lui dire mais attends, mais... Ok, tu vas filmer sur la même session, et je vais dire au gars, toi tu prends cet angle-là, moi je prends cet angle-là. Ou moi, typiquement, je vais dire, vas-y, ce serait cool d'avoir un mec en aqua
à l'occasion et toi tu filmes si c'est une seule vague. Et Alors, après, ouais, mais ça c'est genre tu peux négocier un tarif à la journée. Mais si le mais mec tu a fais pas ça, tu fais un échange. mais Tu si dis, le ok, gars, si à la fin de la journée a la bombe à Kandoui ou ailleurs de William que toi t'as Ouais. pas eu ou quoi, combien tu peux être amené à payer une grosse bombe? Bah, je pense que c'est 100 pas dollars. trop. C'est 100 dur à dollars. quantifier. Ouais, c'est ça. De quoi? 100 En fait, dollars. c'est un Ok. chiffre sans 100, vraiment. 100 à 1000, hein, ça dépend Ouais, lesquels. voilà, hein. c'est ça. Ça dépend de Ah qui, ouais ça dépend Ouais. de où, Bah, ça dépend. Il y a tellement de facteurs différents. Genre, c'est impossible de savoir Comme l'a d'avoir dit un prix fixe. Arthur, Ok. en vrai de vrai, les Yann. deux solutions, c'est soit la solution échange, où tu travailles avec la personne et tu dis, bah écoute, si t'as un filmeur avec toi et que là, le gars est là en plus, tu dis, Ouais. les filmeurs se connectent ensemble, ils échangent, et il y a les backups, et du coup, il y a un échange au sein des filmeurs. Soit payer le clip en direct, ça dépend du statut du filmeur, ça dépend d'où vient le filmeur et qui filme le filmeur, mais ça peut matos. aller de 100 à 1000. Hein. Moi, j'ai déjà eu des propositions pour des photos à 1000 €, tu vois. Donc, Ah ouais. Ça dépend Ça fait qui, cher la ça photo. dépend où aussi. Et autre question dans ce format, dans ce cas de figure-là. Donc souvent il y a plein de filmeurs. Toi tu t'es retrouvé avec Nate Florence et des gars en Irlande. Tu t'es retrouvé récemment avec Koa Rothman à Kandoui. Ouais. Quand leurs filmeurs ont une de tes vagues et eux ils veulent la mettre dans leur clip ou inversement, toi tu as une de leurs vagues, tu veux la mettre dans ton clip, comment ça se passe? Parce qu'il y a une affaire de pas griller les footage, il y a une affaire de primeur du release du clip en question. Moi personnellement avec Koa, je pense pas qu'il a utilisé mes images. Je pense pas que Koa aurait utilisé mes images, mais non. Ouais. Après, je pense que c'est ça, dépend. c'est un genre de contrat tacite où tout le monde se dit si t'as des images d'un gars, tu vas pas lui cramer ou en tout cas tu vas lui demander avant de poster. Bien sûr. Dans tous les cas, tu demandes, genre c'est jamais, tu sais qu'il y a des gars qui ont des projets, qui ont des filmeurs. Jamais, moi je vais me dire genre oh, l'autre gars il a un filmeur, vas-y on poste le clip direct sur Insta, ça va être fun. Non, pas du tout. C'est juste tu demandes d'abord au gars qu'est-ce qui se passe si toi t'as un projet particulier en disant ouais ça vous dérange pas, est-ce qu'il y a une deadline, ah vous sortez votre projet là, ça vous dérange pas si on le sort après, tu t'arranges quoi. On parlait du prix, ça s'appelle jusqu'à 1000 €. Je voudrais juste faire parler un peu des buzz et quels ont été vos plus gros buzz à William et à toi Kylian. Toi j'ai en mémoire, c'était pas le plus gros mais Brûle était quand même sacrément fat. La vague que t'avais pris justement il y a peut-être 2-3 hivers ici à Seignos. Juste à C'était toi côté qui de avais moi. filmé ou pas Gabriel? Non, C'est Teddy qui est juste là, en train de boire sa bière. Teddy Ok. Boutin, Teddy Attends, Boutin, on le voit big même pas, il est up! en plein sunset. Il est en place Sunset Bière, à côté du roster, il profite d'une belle soirée, je crois. Ah, c'est Teddy qui a eu la vague? C'est Teddy qui l'avait filmé, ouais. Truc de fou, enfin même Kelly avait repartagé, enfin ça s'arrêtait plus en fait ce truc là. Est-ce que tu te poses la question de se dire est-ce que j'ai la balance directe ou est-ce que c'est un truc que je peux garder potentiellement pour un gros clip? Et ben ce genre de vague, c'est une bonne question dans le sens où moi une fois que j'ai fait cette vague là, pour moi c'est la vague de ma vie. En termes de ride et d'émotion, c'est celle qui est vraiment sortie du lot. Mais à l'heure d'aujourd'hui, si on doit parler stats, réseau, on va dire, la vague qui a fait le plus de buzz et qui a le mieux marché, c'est une vague que j'ai eue à HT's il y a quelques années de ça, filmée par quelqu'un d'un bateau de côté. Et la vague a fait genre à peu près 16 millions de vues, ou 18 millions de vues avec plus d'1 million de likes, ce qui est beaucoup. Et je m'attendais jamais à un tel buzz quand j'ai posté cette vague-là, alors que pourtant, à la différence, la vague que j'ai fait aux Estagnos il y a quelques années de ça, en termes de performance et de surf, je sais que j'avais réalisé une belle vague et que ça allait avoir un impact, mais au final, l'impact de la vague des ch'tis que j'ai posté 2-3 ans avant, a eu un impact beaucoup plus important sur les réseaux que ma vague aux Estagnos. Alors que surfistiquement parlant, ma vague aux Estagnos était beaucoup plus forte. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'aussi sur les réseaux, comme dans le monde en général, tu as ce monde surf, cette niche surf qui est quand même assez grande comme communauté, mais pas non plus énorme. Et ensuite, tu as le reste du monde. Et ma vague aux Estagnos, en termes surfistiques et performance, c'était une très belle vague et qui avait son impact. Et dans le monde du surf, ça a fait un gros boom. Mais la vague que j'ai fait à HT's, prise de côté, un peu plus artistique, où tu as une ambiance sonore et que ça attire plus, on va dire, le reste du monde, elle a eu un impact beaucoup plus important. Et pour revenir un peu à cette vague-là, moi, je l'ai juste posté juste après l'avoir surfé parce que je voulais vite que ça repartage sur les réseaux. Et ensuite, j'en ai produit une vidéo un peu plus sur YouTube où j'explique, on va dire. Tu revenais dessus en où longueur. je suis revenu ouais. dessus parce que la vague était incroyable. Moi, d'un point de vue personnel, j'ai eu des émotions dingues à travers cette vague-là, mais ce qui a fait la vague incroyable, c'est pas que la vague, mais la session en général, l'avant, le pendant et l'après. Je voulais revenir sur ça et faire partager ce moment-là aux gens. Mais sur les réseaux, au final, la vague, sur Instagram, si on doit parler réseaux purs,
elle a eu moins d'impact qu'une vague en Indonésie que j'ai eu auparavant, qui était beaucoup moins impressionnante, mais pourtant plus artistique. Donc c'est un peu... T'as quand même pris un partage par Kelly, quoi. Le petit partage par Kelly, il a fait le plaisir. Je me suis réveillé à 2h du mat comme un fou. Le petit partage par Kelly, c'est next level. Ça faisait plaisir d'avoir cette reconnaissance, tu vois, d'avoir une reconnaissance internationale. C'est toujours cool pour les stags, pour les sponsors et pour les réseaux aussi. Mais moi, de base, si je fais du surf, c'est parce que je kiffe le surf et d'avoir une reconnaissance à travers des personnes telles que Keith Slater ou d'autres surfeurs pro dans le monde qui m'ont repartagé. C'était ça la plus grosse gratitude en quelque sorte, où t'es fier d'avoir des personnes comme ça qui te reconnaissent en quelque sorte. Et tu parlais, vous avez forcément des sponsors. Instagram, c'est hyper important, c'est omniprésent. Les team managers, ils matent un peu les stats et tout ça. Donc vous avez besoin de créer du contenu pour Insta, de créer du contenu pour YouTube ou d'autres réseaux sociaux, TikTok, je ne sais quoi. Et en plus de garder du contenu un peu premium pour des projets plus premium. Comment vous gérez dans quel cas tu mets ton contenu une fois qu'il sort en fait? Ça se passe comment? Quel est le process? Les big clips, généralement, ils vont sur Instagram et tout ça, sur les réseaux sociaux, c'est assez facile. Moi, généralement, je monte mes edits tout seul pour Instagram. Et dans tout ce qui est plus lourd et tout ça, c'est Arthur qui met la main dessus. Et tous les hack clips, bien sûr, on va les garder pour les edits et tout ça. Je pense que c'est pareil pour Kylian. Et donc voilà, à peu près. Hein. Mais après, ça se mélange, je trouve, maintenant. Je trouve que ça se mélange parce que même il y a des clips, il y a des clips finalement qui ont été postés sur Instagram, mais après finalement là, en fait le projet dans sa globalité, genre personne va jamais se dire voir le projet. Mais attends, mais t'es sérieux en fait? Ce clip il l'a déjà posté sur Instagram et tout. Il y a tellement de contenu qui est consommé au quotidien que de toute façon les gens. Exactement, il y a 100 personnes qui vont se dire les trucs étaient sortis. Donc de toute façon on part du principe on capte rien ce qui se passe sur Instagram. Bah moi je trouve que c'est bien, tu vois, de garder un équilibre ou dans un sens, dans un projet, tu vas avoir l'équilibre avec les clips que tu veux garder de côté et surprendre une fois que le projet réel est diffusé. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on vit dans une société où c'est la surconsommation et à l'heure d'aujourd'hui, si je poste un gros clip de Segor aujourd'hui, dans 6 à 8 mois, à moins que ça soit vraiment le clip de l'année, les gens l'auront oublié ce clip-là. Et si je le ressors dans un projet, ça aura presque autant le même impact que s'il était exclusif. Alors qu'à l'époque, dans les films de surf, et c'était toute la clé des films de surf de l'époque, où tu partais en trip, tu clippais et tu mettais tout de côté pour justement qu'une fois que le projet sorte, il ait son impact à travers les clips exclusifs que tu as proposés. Selon vous, cette époque de classifier les clips, elle est un peu révolue, quoi? Elle est révolue dans le sens où maintenant, avant c'était l'impact exclusif et maintenant c'est plus la réactivité qui va être primordiale. Après c'est révolu mais de façon modérée quand même. Tu vas pas poster tous tes clips directement, tu vois ce que je veux dire? Bah moi je trouve si t'en glisses un ou deux, genre il y a personne qui va capter ou quoi que ce soit. En fait ça dépend et après ça dépend aussi du projet que tu fais. Si tu bases ton projet et si tu dis ok je veux faire que du surfcore et faire un clip voilà où il y a que du surf, oui forcément t'es un peu plus réticent à poster par exemple ta meilleure vague. Si tu fais un clip voilà qui englobe d'autres choses, après tu dis voilà glisser une vague, un des bons clips entre guillemets sur les réseaux. En fait c'est une manière tellement différente de consommer. Je pense que ça influence pas du tout en fait sur ton projet. Ça dépend de l'ambition du projet en fait au final quoi. Et mais justement par exemple sur Nazaré, si je me souviens bien, William, toi t'avais publié au départ que des frame grabs exactement ouais, de gros air à Nazaré. On n'avait rien vu jusqu'à la vidéo. Bien sûr ouais, c'est des 3 teasings et tout pour montrer aux gens qu'est-ce qui s'est passé mais et finalement on en a toujours en stock d'ailleurs. C'est pas le seul, non. Parce que là, c'était focus, en fait, vraiment sur les dérives. Donc, du coup, c'était une planche, c'était pas des planches de towing. Alors que finalement, on a filmé aussi. On avait vraiment juste une séquence. Même en général, sur le trip, on n'a pas tout utilisé du tout. Et on a, dans l'optique, peut-être l'objectif de faire un projet un peu plus développé sur ça, quoi. Ouais, ce qui s'est passé vraiment, c'est que je me suis fait mal à la main et du coup, je pouvais pas ramer. Et on s'est dit que la seule façon de faire des images dans notre créneau, c'était de surfer Nazaré en towing, ce qui a aucun sens non plus. Parce oui, que par rapport à la main, d'accord, ouais. Et au palonnier. Et on a mis le palonnier en dessous. Enfin, j'ai mis le palonnier en dessous du coude et puis ça s'est bien passé, tout ça. Et j'ai surfé avec une board de tow. La psylo. Et voilà, et puis c'est parti. On a fait des nouveaux tricks, des nouvelles lignes à Nazaré. Et ça, on va faire d'autres trucs différents cet hiver.
pour pousser ça en fait. Ouais, j'ai entendu parler de ta performance par des spécialistes de Nazaré qui étaient bien surpris de ce que tu avais pu apporter à la vague. Il y a un truc à apporter, ouais. Essayer de faire des trucs différents là-bas. Moi, ça me plaît, c'est différent. Et pourquoi pas, quoi. J'en reviens à la collab entre vous surfeurs et vous filmmakers. Là, on va parler justement du rôle de chacun et de la façon dont vous, les surfeurs, vous accompagnez le montage, à quel point vous vous impliquez dedans et qui a le final cut. Est-ce qu'il peut y avoir parfois bataille sur une vague qui, à vos yeux, William et Kylian, va pas être parfaite alors qu'en réalité, pour le commun des surfeurs, elle l'est et auquel vous tenez, les filmmakers, parce qu'il y a une lumière spécifique, un angle spécifique ou quoi. Est-ce qu'il y a bataille parfois là-dessus? Ouais, il y a bataille. Toujours bataille. Il y a bataille. Il y a bataille de ouf, c'est la guérilla. Toi, Gabriel, t'es pas surfeur ou t'as pas bouffé 20 ans de vidéos de surf, donc tu peux parfois avoir un regard qui est intéressant, mais pas un regard de surfeur. Moi, c'est pas la même chose qui me fait, qui me donne envie, tu vois. Ouais. Donc ouais, il y a souvent bataille, tu vois, dans le projet The Hunter. Il y a notamment une séquence où il y a une vague qui tient particulièrement à cœur à Kylian, parce que techniquement, c'est compliqué à faire ce qu'il fait. Et moi, je vois pas l'intérêt, tu vois, dans le rythme de la vidéo, etc., dans le montage. Et du coup, je lui propose autre chose. Je lui dis, regarde, est-ce que finalement, tu vois, ce serait pas mieux qu'on enlève ça? Je crois qu'on l'a enlevé. Le clip n'était pas de base, il l'a rajouté et au final, on l'a réenlevé à la fin. Mais après, voilà, des fois, je bataille pas. Je sais aussi que il veut montrer la meilleure performance. Donc voilà, c'est un équilibre. Il y a des fois, c'est lui qui va avoir le dernier cut. Des fois, c'est moi. Pour rebondir à ça, tu vois, je trouve ça justement, c'est cette relation-là avec Gabriel qu'on a développée au cours des années qui est intéressante, c'est que moi j'ai avoir cette vision plus surfistique et lui cette vision plus artistique. Et j'apprends de lui, il apprend de moi à travers nos deux mondes un peu séparés. Et à travers les projets, en quelque sorte, moi, sur l'aboutissement du montage, je vais avoir une vision précise, je vais avoir une ambition et je sais un peu ce que je veux. Mais lui, parfois, va me trouver des clés ou des visions différentes que je vais imprégner parce que je vais me dire, ah merde, ah ouais, c'est vrai que c'était intéressant, en fait, cette vision-là aussi. Et donc, c'est de jamais refuser un peu l'échange et les infos de chacun. Et à la fin, au final, on s'y retrouve dans le sens où moi, je veux le meilleur artistiquement et surfistiquement. Et lui aussi, mais il va mettre l'artistique en priorité. Et donc, au final, sur l'équilibre, tu essaies de rechercher le meilleur surfistique, enfin, le meilleur surf possible et la meilleure vision artistique possible. Et c'est là où on arrive à se compléter assez bien ensemble. Parce que, au final, sur des moments, des sessions ou des vagues, on va trouver un équilibre entre ces deux-là et c'est ce qui peut aboutir à changer un peu la dynamique du projet, quoi. Et je pense qu'il a aussi développé sa vision artistique. Il a aussi développé son œil à qu'est-ce qui va fonctionner esthétiquement. Là où avant, il allait être vraiment uniquement centré sur la performance. Des fois, on regarde des clips ensemble et il va me dire ah ouais, celui-là, la lumière ou quoi, chose qu'il me disait pas du tout avant, tu vois. Donc il y a aussi chacun, et moi évidemment à l'inverse, il y a des clips, je vais dire ah ouais, en fait là ce que tu fais, ce carve là à cet endroit là, ouais, il faut le mettre, même si le clip, la lumière elle est pas ouf, c'est nuageux. Voilà, c'est chacun, on progresse aussi sur nos défauts entre guillemets. Ouais, ok. Vous, William, Arthur, c'est pareil? Moi je lui fais confiance. C'est freestyle. J'ai souvent sur la main sur tout ce qui est surf. Ouais. Surf clip. Ouais, je sais ce que j'aime, je sais ce que les gens apprécient maintenant. Et après avoir un peu d'années d'expérience et tout ça sur Insta pour voir un peu j'ai pas eu de désaccord choses... aussi en fait. C'est juste finalement, tout ce qui est surf. À chaque fois on s'entend assez bien. Enfin à chaque fois, j'ai envie de dire là sur ce clip en tout cas. On s'est bien entendu sur ce qui marchait bien, ce qui marchait moins bien et tout. Et après, je lui fais 100% confiance. Enfin, niveau exactement, surf, il voit exactement. C'est pas son premier clip free surf. Et il sait exactement ce qui lui va et ce qui lui correspond. Ça fait partie de son ADN, son identité. Je vais pas commencer à lui dire non, mais attends, tu surfes mieux là, je trouve. Enfin, c'est lui, il a vraiment conscience de ses... Après, on n'avait pas énormément de clips non plus. Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Voilà, là, si je te donne les images des mentors, ouais, ça va pas être pareil. On va pouvoir se battre peut-être. Ouais, c'est clair. Mais là, on n'avait pas trop de choix. On a pris ce qu'il y avait à prendre et après... Exactement. Et toi, William, tu as une approche quand même très skate de ton image et des moves que tu choisis et tout. Est-ce que tu bosses comme les skateurs avec une tricklist au début de ton edit? Genre, tu sais que tu veux rentrer tel. Non, jamais. J'avise avec les vagues, les conditions. Et moi, j'avise surtout avec mes destinations, ce qui correspond à mon style. Donc des long left, des longues gauches vraiment où tu peux exprimer ton surf, avoir du flow, faire des tubes entre deux. Des airpoints, bien évidemment, ça fait partie des meilleures vagues que j'aime surfer.
et tout le reste en fait. C'est Ouais, je pense les que vagues parfaites. naturellement, il y a de la diversité. Enfin, déjà de base, il y a de la diversité dans son surf. Et après, forcément, tu voyages, tu vas surfer des vagues différentes. Donc, T'avises. c'est T'avises ça. et C'est tout. il sait parfaitement s'adapter aux vagues, genre qui surfent. Donc après, derrière, t'as les clips, tu sais qu'il a pas, enfin, il a ce qu'il faut, quoi. Et question pour les filmmakers qui intéressera les autres filmmakers qui nous écoutent, vous tournez et vous montez avec quoi? Toi, Gabriel? Je vais répondre pour tous les deux, puisqu'on shoot tous les deux avec du matos Sony. Et on monte, moi je monte sur Premiere, et toi tu montes sur DaVinci. Resolve, ouais. Voilà. Sur DaVinci. Mais j'ai changé il y a pas longtemps en fait. Ouais. Mais après, je pense que ça reste, ça reste assez technique et je veux dire, il n'y a pas de bon matériel, il n'y a pas de règles. C'est pas la caméra voilà. qui va faire le contenu que tu vas créer, c'est toi, C'est ça. c'est ce que tu as dans la tête, ce que tu as. Et oui, voilà, c'est tourné. ça. Après, ça dépend sur quoi tu travailles aussi. Aussi. Je veux dire, il y a du matériel qui correspond plus à tes besoins. Et vous, en tant que filmmaker, souvent les clients, maintenant, ils ont des demandes, genre ils veulent que ce soit en RAID parce que ça les rassure, ou ils veulent que ce soit en Alexa ou peu importe, tu vois, des caméras qui coûtent super cher. Il y a des standards, c'est sûr. Ouais, C'est et assez vous développé avec l'histoire du surf en général. Bah oui, le RAID, ça reste. J'ai l'impression. Enfin, je suis pas non plus là, j'ai pas la légitimité et tout de parler dans le passé, etc. Parce que je suis pas là depuis assez longtemps. Mais moi, de ma perspective, j'ai l'impression que oui, ça reste un standard RAID dans le surf. Et que maintenant, on est resté un peu sur ça. Mais forcément, les caméras se sont développées et je pense qu'on est capable de faire maintenant avec des caméras qui sont pas RAID. Après, je pense que l'opérateur peut jouer beaucoup. Et après aussi, le montage. Mais c'est vrai que ça rassure les gens en RAID parce que tu as beaucoup plus de flexibilité avec le footage. Et du coup, c'est un gage de confiance, entre guillemets. Si tu shootes avec RAID, tu peux toujours, entre guillemets, rattraper après. Je parle ça, mais après, il y en a certains, dans un contexte, c'est complètement compréhensible qui shootent avec RAID. Tu shootes des séries, tu shootes des trucs où... Voilà, pour moi, le débat, il n'a pas sa place dans le monde du surf. Là où tu step up, tu vois, là, oui, c'est complètement compréhensible. Mais nous, à notre niveau, pour l'instant, entre guillemets, je veux dire, je pense pas que ce soit une obligation de shooter avec une RAID et on peut quand même sortir des choses assez qualitatives sans shooter avec une RAID ou même avec des caméras qui sont dans des gammes largement supérieures aux nôtres en Sony ou quoi que ce soit. Ouais. Et vous avez déjà perdu des tafs parce que vous aviez pas une RAID ou une caméra, perdu non. du moins, passé à côté de taf. Ça m'est déjà arrivé, mais pas dans le surf. Ok. Ah ouais, ça t'est déjà arrivé Ouais. dans le domaine du surf ou dans Demande la... à moi. Pas dans le surf, justement. Dans le surf, c'est pas un problème de pas avoir de raid, mais ça t'est déjà arrivé en dehors du surf. En fait, je pense que ça se démocratise de plus en plus. Et puis après, c'est aussi, entre guillemets, l'éducation de la clientèle où, oui, forcément, ils se rendent compte que potentiellement, ils peuvent avoir des gens qui filment pas avec en fait des caméras aussi qualitatives, entre guillemets, qui peuvent faire du contenu quand même qui rend quelque chose, quoi. Je pense qu'il suffit juste d'expliquer après, aux ce que gens je que dis, c'est pas un outil qui est fait pour ça. Ouais. Après, ça dépend du contexte Alexa, encore. C'est du cinéma, c'est de la fiction. Ouais. Le surf, c'est entre guillemets du documentaire, Ouais. tu vois. Tu prends un peu ce qui vient et t'es moins réactif avec une RAID ou une Alexa qu'avec un boîtier qui te tient dans la main, que tu vas pouvoir... Mais si on prend par exemple la série d'HBO, 100 Foot Wave, c'est totalement légitime qu'ils shootent tous avec des raids, quoi. Ouais. Genre en mode, il n'y a pas à batailler là-dessus. Genre, les gars sont hyper calés là-dessus. Et je veux dire, là dans cette situation de production, c'est... Ouais, d'ailleurs, ça fait partie de la liste de matos à avoir pour pouvoir être dans cette production. Ouais. Et là, tu peux le comprendre parce que là, je veux dire, ça dépasse complètement. Et tout ce est qu'on déjà fait, prévu nous, en à fait. l'avance. Tout est déjà... En fait, c'est ça, et chaque c'est des angle, plus grosses équipes. C'est une autre perception dans le sens où là, c'est vraiment équipe cinéma. On sait pas, en gros, les mecs qui filment, ils sont pas en train de faire le montage, ils sont pas en fait. Nous, c'est un peu le one man band où on se dit, on essaye d'optimiser un peu de tous les côtés. On se dit, que ce soit au niveau du son, que ce soit au niveau de tous les aspects en fait de la vidéo qu'on va faire, on va optimiser pour avoir le meilleur rendu qualitatif, mais on n'aura jamais le même rendu que s'il y avait 10 gars et que chaque gars avait son propre rôle dans la production. Et tu parles du son, justement. Le son dans les vidéos de surf, c'est l'élément indispensable à une bonne vidéo de surf. Déjà,
comment vous choisissez le son? Est-ce que c'est le filmmaker? Est-ce que c'est le surfeur? Est-ce que c'est ensemble? Et bah sur le dernier projet qu'on a fait, en vrai, on y est allé et ça a bien marché en fait. On a matché direct. Après, moi j'ai conscience de son univers et après c'est un univers qui me correspond bien. Du coup, je savais à peu près que ça allait matcher, quoi. J'ai choisi des sons qui moi me plaisaient. Je savais que c'était dans le contexte de son univers et au final c'est parfait. Oui, et parti puis nickel. le thème de la vidéo Psylo, forcément, suggérer un type Gotta de be son trippy. particulier. Ouais. Non, ouais, c'est ça. Et vous les gars, Kylian et Gab, comment ça se passe au niveau du en son? général, Comment c'est- vous choisissez? En général, c'est moi qui propose. Après, pareil, j'ai conscience de son univers. On a, je pense, à 80% le même univers. Et donc, je sais que je vais pas lui proposer un truc qui colle pas du tout avec son image ou avec ce qu'il aime. Mais en général, c'est moi qui propose. Et sur certaines occasions, il a proposé. Et en général, c'était des bons choix. Hein. et voilà. Mais la musique, pour moi, c'est la base de. En tout cas, pour la partie montage, c'est vraiment la base. C'est ce qui va te créer l'émotion. C'est ce qui va faire qu'une vidéo va te marquer ou non. C'est 50% d'un clip. Ça crée la dynamique. Ouais, 50% d'un clip, c'est hyper important. Et après, on sait qu'il y a quand même d'énormes problèmes de droit et tout ça Ouais, par rapport droit à ça. d'auteur, ouais. Et on voit qu'il y a des surfeurs, notamment français, qui eux ont pris le parti de créer des bandes originales, de composer. Je pense à Paul Duvigneau ou Clément Rosero dans leur documentaire. Est-ce que ça, c'est un truc? Charlie aussi. Ouais, Charlie Quiberon aussi. Ouais. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez pensé? D'une part, c'est cool parce que ça correspond vraiment à votre identité. Et puis ça vous enlève quand même une petite Moi, de épine mon d'un point de vue. côté, c'est dans les projets à venir. Ouais, nous on l'a jamais fait. Et c'est vrai que c'est un truc moi qui me dirait bien. Et C'est ouais, aussi complexe qu'intéressant, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bah, que c'est bien sûr. Et puis complexe. t'es pas sûr du résultat à 100% Et- non plus. Et après, voilà, on se le cache pas non plus. Il y a cet aspect financier et tout. C'est pas évident aussi d'investir dans la musique. Enfin, on essaye d'avoir comme je disais, c'est un one man band où on essaye de tout gérer à la fois. C'est Mais c'est l'autoproduction, dans des quoi. productions par exemple supérieures, il y a une seule personne ou parfois beaucoup plus de personnes qui sont dédiées juste à la musique. Et rien que sur l'aspect juste les sons, etc. en général, au-delà de la musique. Et c'est hyper important en fait. C'est ce qui conditionne aussi quand on regarde un film, juste les sons, les sound effects, etc. C'est hyper important. En vrai, la musique, c'est l'enfer. Ah, Pour résumer. ça c'est dit, c'est l'enfer. vrai. C'est l'enfer, réalité. mais C'est plus dur il y a- à trouver. il y a toujours des possibilités, etc. Même avec. Enfin, je pense qu'ici on a un potentiel. On a beaucoup d'artistes qui vivent de la musique, etc. Et en fait, de travailler en collaboration avec elles, mais ça représente en fait vraiment du travail, De la faire recherche. du sur-mesure et Bah, c'est la base un de chaque investissement personnel et aussi un investissement financier. Financier, bien sûr. Il y a faire plus ça. d'ouverture qu'avant aussi pour les libres de droit, tout ça. C'est avec Spotify et tous ces trucs-là, mais c'est toujours difficile, quoi. Et puis, C'est il y a compliqué, plus d'ouverture à demander à la personne Ouais. parce que tu fais ce genre de projet. Puis c'est Et surtout kiff. que. Ouais. Mais il faut aller faire à la recherche de cette personne. Enfin, il y a tout un Et c'est truc. surtout Ouais, que, c'est un comme on vrai disait, si c'est 50%, ça veut dire que quand tu fais le montage, tu as envie que la musique elle soit parfaite. Elle Tu vois ce que explose. je veux dire? Eh oui. Donc c'est pas. T'as pas envie de faire les choses à moitié. Bah, quoi. C'est disons vraiment, que genre t'as dans envie un que projet- ça corresponde parfaitement au projet. Et entre le choix qu'il y a en général de la musique, genre sans avoir cet aspect de droit, ce qui veut dire des milliards de sons, et se restreindre vraiment à choisir, etc., de travailler avec un artiste, et voilà, de développer ce qui est ultra intéressant. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire, entre guillemets. Mais je pense que c'est beaucoup plus de taf, etc. Parce que c'est vraiment des retours, se dire ok, il y a ça qui va pas, vraiment avoir un bon échange aussi et une bonne relation avec ces personnes. Ok, ouais, c'est très intéressant. Ouais. Non, bah ouais, en vrai, genre la Kylian. musique, tu vois, ça dépend, je pense, un peu de ton ambition du projet et le temps que tu as envie d'y passer. Mais après, dans un projet, encore plus un projet surf, la musique, c'est un peu l'âme et la dynamique de ton projet. Mais selon ce que l'ambition et le projet que tu as envie de proposer, bah, il faut trouver son équilibre. Et trouver des bons sons libres de droit, c'est compliqué, mais il y en a à trouver, mais c'est compliqué. Donc chacun essaie de trouver un peu de son côté. Et souvent, les filmeurs font un plus gros taf que les surfeurs, et ça, c'est réel. Et Tout le monde a cassé autour de la table. Et voilà. Et après, sur des projets plus travaillés, moi, par exemple, dans les prochains projets, j'ai envie de travailler en collaboration avec des artistes, que ce soit des artistes rock, DJ ou de tout un peu tous les univers. Mais parce que je pense que quand tu travailles avec l'artiste, tu peux vraiment aller chercher ce que tu recherches et aller chercher des trucs plus pointilleux que juste dans une musique.
Mais encore une fois, ça demande plus de temps, plus de travail et parfois peut-être plus de financier derrière aussi. Donc c'est un équilibre à trouver encore une fois. Dans le surf, dans les projets vidéo, t'as l'ambition, t'as la réalité et t'as l'équilibre à trouver entre les deux, on va dire. Yes. On arrive à la fin de l'émission les gars, depuis tout à l'heure il y a plein de choses très 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 intéressantes et à la fois en termes de surf et de technique. On a une rubrique récurrente à la fin qui s'appelle le coup de pression et ce coup-ci exceptionnellement, en attendant Kylian de te recevoir au micro pour que tu nous racontes aussi ta vie, ton œuvre dans son intégralité, on va réserver cette rubrique aux filmmakers, à Gabriel et Arthur. Allez là! On va commencer par toi Gabriel. Une histoire flippante, une histoire, ton plus gros bad en tant que filmmaker. On le connaît, mais on aimerait que tu nous le racontes. Du coup, je sais pas si je te donne celui que tu connais ou l'autre. J'aimerais quand même entendre celui dont on a parlé et je suis prêt pour en prendre un deuxième. Alors, celui dont on a parlé, c'est la perte d'un disque dur à la suite d'un trip magique en Irlande. Et je pense que ça me fera mal jusqu'à la fin de ma vie, mais Moi aussi. Mais on a pu y retourner derrière et rescorer des super images. Donc ça c'est gros coup de pression. Et moi le coup de pression. Non, mais attends, mais vas-y, raconte-nous comment t'en rends compte, comment t'appelles en fait Kylian pour lui dire. Ok, alors je l'appelle pas parce qu'il est avec moi. À ce moment-là, on est dans l'avion pour aller à Hawaï et on bosse sur le projet, sur le montage du premier épisode du projet dans l'avion. Et on finit le dernier vol entre Seattle et Honolulu. Et je remballe le matos et on est crevé. On rentre à l'hôtel et le lendemain matin à l'hôtel, je veux continuer à bosser sur le montage et je trouve pas le disque dur. Et là, je commence à ouvrir ma valise, à retourner tout et là, je commence alors la goutte de sueur à trembler et à me dire putain, il est où ce truc quoi. Et je me connais, je suis un peu tête en l'air et je me dis non, t'as pas fait ça quoi. Et la journée passe, je le retrouve toujours pas. On va à l'aéroport. Tu regardes 50 fois dans les mêmes poches, 50 fois les mêmes 50 sacs. fois dans les mêmes poches. À côté de ça, il faisait monter en pression en mode peut-être que je l'ai perdu, peut-être que je l'ai pas perdu, mais je suis pas encore sûr quoi. Je suis en mode frérot. Et lui, il réagissait pas trop encore, tu vois. Il m'a. En vrai, t'as été cool parce que tu m'as pas incendié non plus, parce que je sais que forcément, ça te touche aussi, c'est tes images. Mais je pense que t'avais conscience que ça me faisait très mal aussi parce que j'avais adoré ce trip. Et on a bataillé, on a envoyé les mails et tout aux compagnies, on n'a jamais retrouvé le disque dur. Heureusement, on est retourné en Irlande l'année d'après et je pense qu'on a eu des meilleures images encore. On a fait un meilleur projet. Il y a un truc à t'annoncer, en fait, c'est moi qui l'avais pris. Je savais que c'est vrai que t'es trop là. Espèce de fumier, tu l'as pas dit quoi. Bon, celui-là était quand même bien lourd, mais t'en as visiblement un deuxième. Moi, celui qui m'a vraiment fait flipper, où j'ai eu peur, c'est premier trip à l'étranger avec Kylian aux Maldives. Dans les bourbiers quoi. Et première fois que je suis confronté aux pays asiatiques, à la chaleur tropicale, tout ça, je suis pas dans mes repères. Et on finit une session à la nuit sur une petite île, l'île en face de Sultan aux Maldives. Et le bateau doit venir me récupérer par derrière l'île et il fait nuit et je dois m'avancer sur le riff avec le sac et tout le matos sur l'épaule. Et voilà, je suis fatigué, je passais la journée sur la plage et je m'avance au bateau et là le riff s'arrête, il reste 1 mètre jusqu'au bateau et je le vois pas vu qu'il fait nuit et je tombe dans l'eau avec tout mon matos dans les bras, dans mon sac mais avec le poids je tombe vraiment sous l'eau donc là je jette le sac sur le bateau et tout, là je panique, je me dis là ça y est, ma vie elle est finie, elle vient de commencer et elle est déjà finie quoi. Et au final, comme quoi pour les filmmakers qui nous écoutent, achetez un super sac parce que j'avais mis le prix dans ce sac-là et rien n'a pris l'eau. Donc le disque dur, il aurait été noyé le disque dur quoi. Mais le disque dur n'aurait pas été noyé. Mais voilà, ça c'était mon vrai coup de pression où j'en fais encore des cauchemars la nuit. Voilà. Ok, toi, super, merci beaucoup Gab. Et toi Arthur, ton coup de pression? T'as surfé Nazaré, non? Coup de pression. Alors le coup de pression, j'ai dit. Là, j'ai plus le choix. Mais non, ça m'est déjà arrivé avec le matos là. Je suis tombé à l'équipique et je suis tombé avec le sac. Et il avait pris un peu l'eau, mais j'avais juste. J'avais niqué un objectif. Mais après, sinon, le reste, pas trop, hein. Pas trop de coups de pression. Et la vague à Nazaré? Ouais, bref, on était à Nazaré. Si t'insistes. Mais on était à Nazaré et en fait la nuit elle est tombée. Et là en fait je vois que niveau taille c'était pas non plus énorme. C'était gros, enfin c'était un petit Nazaré toute la journée. Enfin je sais pas ce que t'en penses William. C'était un petit Nazaré quand même complet quoi. C'était un Nazaré parfait mais c'était un petit Nazaré, c'était pas un énorme Nazaré. Ouais, suffisamment pour prendre une bonne branlée, non? Bonne idée et carrément. tout. Là c'est Mathieu.
attends, qui me conduisait? Non, c'est toi qui me conduisais. William me conduit. Mathieu. Non, William me conduit et je lui dis genre en mode ouais, tu penses que c'est une bonne idée si j'en prends une? Et il était là, il s'est retourné direct. Ouais, tu veux en prendre une? 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 Et là, ce bon vieux Mathieu Aguirre, alors fou furieux et tout sur le jet, qui dit ouais, vas-y, je vais lui mettre une vague. Mais sauf que je pense qu'il avait pas compris niveau première vague de taux. Et là, il m'emmène premier pic à Nazaré. La limite. Et la plus grosse vague de la journée qui arrive. C'était la série de la journée. Super classique, parfaite, celle qu'on a tous attendu toute la journée. Ouais, série de la journée, il n'y avait plus un jet, tout le monde était rentré. En fait, on aurait déjà dû être au port. En fait, normalement, on n'avait pas le droit d'être encore là-bas. Faut pas le dire. Ouais, faut pas le dire. Et on coupera au montage. Et Bien sûr. Et du coup, à ce moment-là, Mathieu s'enflamme terrible et tout. Il voit pas que je suis en galère totale derrière. Avec la planche. Et en plus, je suis avec la planche de Willy. Sauf que, en fait, je me rends compte que le pied avant, il passe pas dans la strap. Il rentre pas. Oh, Il n'y a rien calé. Il rentre pas dans la Tout strap. s'est fait vraiment au dernier moment. Mais je me dis, maintenant qu'on y est, on y va. Et là, il y a la série de la journée. Et là, en fait, il fait le tour et il essaye de m'envoyer à contre-pic. Putain, mais du coup, t'as le pied avant qui n'est même pas dans le strap, qui est sur le strap. Il essaye d'être dedans, mais il veut pas. Il va pas passer. Et là, je vois la vague hyper loin et je vois qu'elle creuse déjà. Et là, je me dis, ça sent pas bon. Ça sent pas bon tout ça. Il y a un truc qui va pas. Et eux, ils étaient sur le jet en train de dire, non, n'y va pas. Arrête. Et toi, t'as entendu? Moi, j'entendais pas. J'entendais pas. Ouais, là, Mathieu, il est complètement fou. Il était là, genre en mode adorable. D'ailleurs, Mathieu, incroyable. Mais là, à ce moment-là, il était complètement fou. Il était dans l'adrénaline. Vas-y, je te balance une vague. Je sais pas comment tu surfes. Mais après, j'ai eu la chance parce que j'ai pull out complet. J'ai lâché la corde. Au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bon. T'as juste une veste impact. Je me suis dit, tu vas pas faire long feu si tu fais ça. Si t'as envie de faire d'autres saisons à Nazaré, c'est pas le moment. Et après, il m'en a mis une petite gentille, quoi. Ouais, ça va être le scénario vraiment mais pas bien. J'ai esquivé quand même. J'étais pas loin. Petit coup de pression. Ouais, Coup de pression, mais j'ai bien échappé le truc, quoi. Tout Ouais, s'est bien puis- passé. On est rentré au port, on était contents. parce que si tu lâches trop T'as tard pas encore aussi, pris t'as ta moyen de branlée, manger quoi. terrible. Ouais. Non, j'ai bien lâché. Non, mais même moi, je dis ça, j'étais là, genre en mode non. J'étais pas en toute confiance en train de me Une fois faire que vous avez le tacler. clip. J'étais là. Ouais, j'ai le clip de celle que je prends, mais pas celle Ah merde, que j'ai failli j'aurais bien prendre. aimé voir ta tête. Hein. C'est moi qui avais Est-ce la que t'aurais caméra payé là. $1000 pour cette vague, si besoin? C'était le filmeur filmé. Ah quoi. non, mais ouais, presque. Mais ouais, en général, pas trop. Mais après, tout le temps, des mini coups de pression comme ça, tu t'es tout le temps en train de te dire, ouais, attends, est-ce que j'ai pas contre-rec? Enfin, est-ce que j'ai pas enregistré en pensant que j'ai pas enregistré ou vice-versa. Enfin, Et tu peux faire ça pendant un quart d'heure, effectivement. Et ouais, c'est ça. Ouais. Et t'as tout le temps des petits... Enfin, même quand tu filmes, finalement, et tu sais c'est une bonne session, moi, j'ai tout le temps cette petite appréhension où t'es là, genre en mode, mec... Tu redoutes le moment pas où te tu chier, vas louper quoi. la vague. Parce que tu sais qu'il va probablement arriver pile au moment où tu vas devoir Portant changer de de batterie. chance. C'est ça. Ouais, c'est ça. Tu c'est- sais c'est- qu'il faut ça pas, se il coordonne. faut pas te chier, quoi. Mais après, ça fait partie des trucs, c'est cool aussi, quoi. C'est un peu notre petite adrénaline, quoi. Nous, on est là au bord, on prend notre petite adrénaline. Ah merde, faut pas que je rate la vague. C'est ça, c'est exactement ça. Cool les gars, on en reste là. Ça fait un bout de temps déjà qu'on parle de tout ça, mais encore une fois c'était super intéressant. Je pense qu'on a fait le tour de ce dont on voulait parler avec Rémi. Ouais, la pression monte, on est au roster, on voit que les gens commencent à monter le volume. Ça va Les être gens la viennent teuf. chercher leur hamburger. Ouais, et on la entend les poste cuisines bière, qui commencent voilà. à C'est ça, chauffer. les cuisines. D'ailleurs, le la burger question, crépite la derrière. question du Ah, jour, ça chauffe. quel burger tu préfères Moi je pars sur un petit menu patriote avec un supplément du bacon de chez Eric, avec une petite roaster fries et Gros, un tu t'enflammes terrible, arrête-toi. Crockster. Voilà. Ouais, il en faudra 2 s'il vous plaît. Le bacon de chez Eric. Bon voilà, ça va être temps pour nous de tirer la révérence et de profiter aussi du spot parce que là, un magnifique sunset qui vient de se coucher il y a quelques minutes, mais il est encore temps de profiter un peu des lieux. Merci énormément, monsieur. Merci à vous de nous avoir invités, c'était cool. top. On vous dit à très vite et on invite d'ailleurs les auditeurs à suivre vos quatre comptes. Donc en fait, on a dit Gabriel, c'est Chipsternity. Les autres, vous êtes sous votre propre nom, donc on vous trouvera facilement. Voilà, merci. Bah, merci à vous aussi. Hein. Merci, merci Impact Zone. Bonne petite soirée quoi. À très vite. Allez, n'oubliez pas. Allez surfer.